Bonjour, aujourd'hui nous recevons Hussein Bourgi. Bonjour. Voilà, donc Hussein a 45 ans, d'origine libanaise. Vous m'arrêtez hein, si jamais vous trouvez quelque chose à redire. Via le Sénégal, Je suis né au Sénégal. via la diaspora libanaise qui a essaimé un petit peu en Afrique. C'est bien ça. Aujourd'hui, premier secrétaire du PS 34. C'est bien ça. Très investi dans la politique. C'est bien ça. Conseiller régional en charge de l'éducation, de la jeunesse et de la transition Sur l'écologie et l'énergie. Voilà. Président d'Aérotransport et, cerise sur le gâteau, au bureau national du PS. Vous avez tout bon. Et j'ai oublié quelque chose? Beaucoup de choses. Ça fait quand même un peu cumulard tout ça. Absolument. Mais je le fais bénévolement. Et si jamais vous n'êtes pas conseiller régional, vous n'êtes pas président d'Aérotransport. Et si vous n'êtes pas premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste, il y a moins de chances d'être membre du bureau national du Parti Socialiste. En réalité, ce sont des fonctions qui vous amènent à représenter la structure dans laquelle vous êtes élu dans une instance représentative. Voilà, on peut expliquer ça comme ça, quoi. Donc à l'origine, Hussein, il vient de la filière de la fac de droit. Absolument. Donc la filière fraîche, là, qui recrutait... Je ne l'ai malheureusement pas eu comme prof, mais je me suis rattrapé ensuite parce que j'ai travaillé et j'ai milité à ses côtés. Il est milité à ses côtés, mais aussi il a été à l'origine, j'ai appris, là, de soirées drag queen à la fac de droit. Oui, c'était à l'époque où le film Cécile la folle du désert était sorti, et on faisait des soirées thématiques à la fac de droit chaque année. Et donc c'était les galas de la fac de droit qui sont toujours des galas hauts en couleur. Ça change des soirées coup de poing à la fac de droit. Ça change, à l'époque on s'amusait beaucoup plus à la fac de droit. Donc on m'a dit que vous étiez déguisé en Dalida, j'ai pas trouvé la photo, mais bon... Non, je suis fan de Dalida, mais je n'étais pas déguisé en Dalida. Bon, son métier c'est la politique, il a commencé, mais quand même il a commencé dans la vraie vie, en étant... il a travaillé à la Poste, au guichet de la Comédie. J'ai travaillé à la Poste Rondelet, et à l'époque j'ai fait 3 ans à la Poste Rondelet où je faisais les remplacements. Donc j'ai fait les 17 bureaux de poste de Montpellier. Et c'était un véritable thermomètre social, le bureau de poste, parce que c'est là où vous voyez passer le commerçant du coin qui vient envoyer des valeurs déclarées, à savoir des bijoux par exemple, des objets coûteux. Et c'est là où vous voyez aussi arriver tous ceux qui vivent avec le RSA, tous ceux qui ont été refusés par les autres banques. Et donc chaque poste dans chaque quartier est un thermomètre social qui vous permet de connaître la sociologie du quartier. C'est un lien de confiance aussi avec les personnes. Ensuite, il a basculé directement dans la politique, cabinet de Frêche, cabinet de Mandroux, collaborateur parlementaire de Fanny Dombrecoste, et aujourd'hui prépare le concours d'attaché territorial. Voilà, je prépare plusieurs concours administratifs en ce moment. Bon, la filière droit, donc LGBT aussi, soutient les victimes des droits homophobes. Des agressions, des infractions, des discriminations. Il a incarné un petit peu, de façon importante, la question de ses droits au niveau de Montpellier, de la ville de Montpellier et du choix de Montpellier d'être la première ville. Ça a été un choix d'Hélène Mandreau plutôt. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ah, il paraît que vous étiez j'avais été à la baguette. Non, on était quelques-uns à suggérer à Hélène Mandreau, au moment où on commémorait les 10 ans de la loi sur le Pacs, de se servir de cette occasion-là pour lancer l'appel de Montpellier pour l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Et donc il y avait un certain nombre de collaborateurs, dont Christian Assaf à l'époque, moi-même et quelques autres. Et Hélène Mandreau, après réflexion, a choisi de retenir cette idée. Et donc c'est comme ça qu'est né l'appel de Montpellier. Bon, a une relation politique forte avec Bertrand Delanoë. C'était un de mes modèles lorsqu'il a été élu maire de Paris. Depuis qu'il a fini son mandat, je suis un peu plus sceptique, un peu plus critique à son endroit depuis qu'il a fait le choix de soutenir Emmanuel Macron. D'accord. Solitaire, aime les chats. J'adore les chats noirs. Et dernièrement, a une passion pour le hand. J'aime beaucoup le hand. Et en fait, avec une équipe du MHB, avec Patrice Canaillé, avec les joueurs que nous avons, je pense que c'est un sport qui mérite d'être soutenu et accompagné. Alors, très accro des réseaux sociaux, sur Facebook, surréagit, n'aime pas Benalla. Ah non, j'aime pas du tout, tous ces gens parvenus. J'ai travaillé comme collaborateur d'élu. Un collaborateur d'élu doit savoir rester à sa place.
Et un collaborateur d'élu doit résoudre et contribuer à résoudre les problèmes que rencontre son employeur et certainement pas à créer des problèmes à son employeur. Donc je considère que le comportement de Benalla et de quelques autres dans l'entourage de Macron est à l'extrême opposé de ce que devrait être le rôle et la fonction et la mission d'un collaborateur d'élu. Qualité bienveillant, généreux, défaut cassant, soupolé, péremptoire. C'est vrai. Voilà, donc on va passer à la une du numéro 832 de La Glorieuse. Donc on revient, enfin non, on revient pas, on fait une enquête là sur le Rassemblement national qui serait de retour à Montpellier. Effectivement, les faits qui se sont produits à la fac de droit il y a maintenant un peu plus d'1 an, puis c'est un certain nombre d'autres faits depuis quelques années, avec des groupuscules identitaires, d'extrême droite, effectivement, laissent penser qu'il y a une résurgence de ces mouvements-là partout en France, et donc aussi dans notre région. Donc ce qui nécessite d'être vigilant aussi bien pour les services de l'État, services, je pense en particulier à ceux de la police, du renseignement, mais aussi aux services de la justice. On revient sur les influences, les lieux de réflexion et le temps des think tanks. Très important, parce qu'aujourd'hui, je trouve que le niveau du débat politique en France et dans notre ville a tendance un peu à s'affaisser. Lorsque des initiatives qui permettent à la réflexion de se faire, aller aux idées de se rencontrer, de se partager, qu'il y a des lieux qui sont créés pour cela, je trouve que ça participe à une certaine forme d'émulation intellectuelle, d'émulation politique, et finalement ça tire le débat démocratique vers le haut. Et on revient sur notre invité de la semaine dernière, Yaka, le gitan, qui nous a déclaré, entre autres, on arrivera à faire perdre quelqu'un. C'est pas très positif, mais bon, voilà. On revient aussi sur Déméter, le dérapage sur les emballages, la santé en entreprise. Une conférence a été organisée la semaine dernière. Montpellier, le sexe confus. Voilà, quand Sorel espionne grand, LERM en campagne, européenne. Voilà tous les sujets que nous allons traiter dans le prochain numéro. C'est toujours riche, comme d'habitude. Merci. Voilà, donc Hussein, donc ça fait plusieurs fois que nous vous invitons, ça a été très dur de vous avoir. Hein. Pourquoi avoir répondu favorablement maintenant? Est-ce que vous avez consulté Madame Irma ou dois-je conclure que vous n'êtes pas un garçon facile? Alors, vous avez rivalisé de malchance. À chaque fois que vous m'avez invité, ça tombait les soirs de bureau national du Parti Socialiste. Ou bien le soir de conseil d'administration de lycée. Alors je le confesse, je priorise toujours par une assiduité que beaucoup de personnes peuvent vous témoigner et vous garantir. Lorsque je siège quelque part, je suis particulièrement assidu. Et donc pour rien au monde, je ferai donc une infidélité pour aller rencontrer un journaliste. Ce n'est pas un problème uniquement à votre endroit. Je lis La Glorieuse chaque semaine, j'y accorde beaucoup d'importance et beaucoup d'intérêt parce que c'est un média comme les autres. Et donc c'est un concours de malchance, des agendas qui ne coïncidaient pas. Donc aujourd'hui, nous y sommes. Est-ce qu'on ne peut pas dire que vous êtes un apparatchik? Est-ce que Hussein Bourgi peut faire autre chose que de la politique professionnelle? Hussein Bourgi peut faire beaucoup d'autres choses que la politique professionnelle. Rassurez-nous. Parce que je viens d'un milieu où on n'était pas très politisé. Du côté de ma mère, mon arrière-grand-père, mon grand-père et mes 3 oncles sont artisans boulangers au Sénégal. Donc ce sont des métiers qui ne laissent pas beaucoup de temps pour se consacrer à la politique. Du côté de mon père, il était commerçant, petit commerçant de quartier. Et donc c'est un milieu où on travaillait dur, où on travaillait du matin au soir. Et effectivement, c'est des milieux qui n'étaient pas très politisés. Je considère que dans la vie, il y a des cycles. Comme lorsque j'étais à la fac, j'ai fait du syndicalisme étudiant. Lorsque j'ai interrompu mes études pendant 1 an pour aller faire mon service militaire dans l'infanterie, parce que j'ai fait mon service militaire et c'était une fierté pour moi de l'avoir fait, et que je suis revenu, on m'a proposé de reprendre mes fonctions. J'ai expliqué que le syndicalisme pendant 3-4 ans, c'était bien, et maintenant je passais à autre chose. Ne croyez-vous pas que c'est un peu pour cela que les Gilets jaunes ont manifesté? C'est contre justement le cumul, le métier de politique professionnelle? Je pense que les Gilets jaunes ont manifesté d'abord pour exprimer un malaise social. Un malaise social qui a ensuite donné l'occasion
d'exprimer d'autres types de préoccupations, des préoccupations démocratiques, des préoccupations environnementales, des préoccupations institutionnelles, et donc la question du cumul, la question du statut des élus, la question de la difficulté à avoir accès à un élu, les dysfonctionnements qu'on peut constater ici ou là font partie d'un des éléments que le mouvement des Gilets jaunes a soulevé. Mais moi, je n'oublie pas que la question centrale des Gilets jaunes est une question sociale. Et c'est la raison pour laquelle je considère qu'aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes va rester sur sa faim tant qu'on ne répond pas à la préoccupation sociale, qui est celle qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a en France de plus en plus de décalage et de distorsion entre ceux qui vivent avec de très gros moyens et ceux qui vivent de moins en moins bien. Nous sommes aujourd'hui dans une génération où les parents ont la certitude, hélas, que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Alors qu'il y a encore quelques années, on savait tous pertinemment qu'on vivrait mieux que nos parents et que nos grands-parents. Aujourd'hui, cette espérance-là, elle a tendance à s'effacer parce que le chômage est là, parce que la crise est là, parce que finalement, il y a des mesures sociales qui ne sont pas prises et qui font qu'aujourd'hui, des personnes retraitées qui ont toutes leurs annuités vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et un pays qui se considère ou qui se proclame comme 5e ou 6e puissance mondiale, et finalement, il y a un étrange paradoxe à être 5e ou 6e puissance mondiale, à supprimer l'impôt sur la fortune et à laisser des personnes de plus en plus nombreuses, des millions de retraités qui ont toutes leurs annuités de cotisation, vivre en dessous du seuil de pauvreté. Donc pour moi, la question, elle reste une question sociale, du pouvoir d'achat, le respect à accorder à chaque personne. Et parce qu'effectivement, l'accès à un logement, l'accès à la santé, c'est ce qui témoigne et qui permet de mesurer la considération qu'on accorde aux citoyens d'un pays. Le gars qui a payé les costards à Fillon, c'est Bourgi, je crois que c'est votre oncle, c'est ça? C'est le cousin germain de mon père. D'accord. Est-ce qu'il vous en a payé des costards? Certainement pas. La dernière fois où je l'ai vu, c'était en mars 1990, donc 2 ans avant que je ne vienne à Montpellier, et il avait perdu sa sœur, qui était la cousine de mon père. Il était revenu de France donc pour les obsèques de sa sœur, et à cette occasion-là, on a eu une explication de famille, y compris avec ses frères et sœurs. On parle souvent de lui, qui est malheureusement celui qui nous pose souci, qui entache le nom de la famille. Mais parmi ses frères, par exemple, il y a Albert Bourgi, qui a été pendant très longtemps éditorialiste à Jeune Afrique, qui est aujourd'hui un expert auprès de l'ONU lorsqu'il rédige des constitutions pour les pays qui sortent de dictature pour installer des régimes démocratiques. Il supervise beaucoup d'élections. Donc on a dans la famille beaucoup de personnes bien plus valeureuses et bien plus recommandables que lui. Et donc en mars 90, nous lui avons Comment vous le qualifiez, cet homme? Peu fréquentable. Et donc en mars 90, cela lui a été signifié. Et donc nous sommes très nombreux déjà dans la mars famille. 90 Mars 90 déjà, parce qu'il avait eu des propos visant à accompagner, à couvrir des dictateurs en puissance en Afrique. Et ça contrevenait complètement à tous les principes, à toutes les idées, à toutes les valeurs qui sont défendues par la famille. Et donc nous avons rompu avec lui, un certain nombre d'entre nous, en mars 90. Que pensez-vous de Vignal, qui a qualifié le conseil municipal de cour des miracles? C'est une formule que je trouve regrettable, parce que le conseil municipal, c'est le lieu où s'exprime la démocratie locale, et tous les élus qui y sont, quel que soit leur bord politique, quel que soit le siège sur lequel ils sont assis, ont été élus par les Montpelliérains. Donc dès lors qu'ils ont été élus par les Montpelliérains, ils méritent la considération et le respect. Après, là où je rejoins Patrick Vignal, c'est parfois le niveau du débat et certaines invectives qui ont lieu en conseil municipal qui finalement ne donnent pas le sentiment qu'on y traite de choses sérieuses. Or aujourd'hui, nous connaissons une crise démocratique dans notre pays, nous connaissons une défiance à l'égard des politiques et de la politique, et parfois au conseil municipal de Montpellier, comme dans tous les conseils municipaux, sont prises des décisions très importantes. Et parfois, une décision très importante laisse immédiatement la place à une polémique politicienne finalement sans grand intérêt et qui vient finalement éclipser le débat qui vient d'avoir lieu, la décision très importante qui vient d'être votée. Et donc c'est en cela que je trouve peut-être que la formule de Patrick Vignal, aussi regrettable soit-elle, pointe du doigt finalement un niveau d'exigence qu'on devrait tous et toutes avoir en politique. Ceci étant dit, ça ne l'exonère pas d'aller siéger au conseil municipal. Il a été élu conseiller municipal de Montpellier, même si ça ne lui correspond pas au niveau du débat qu'il veut.
à lui d'y aller, de faire entendre sa voix et d'essayer avec d'autres de tirer le débat vers le haut. C'est ce que Michael Delafosse essaye de faire, conseil municipal après conseil municipal. Et sous votre impulsion, là, il y a eu il y a quelques semaines là, une manifestation sur l'antisémitisme, vous avez pris la parole. Oui. Voilà, on reproche un petit peu au PS d'intervenir sur les sujets sociétaux, mais avec le peuple, les gilets jaunes sur les ronds-points, on ne vous a pas trop vu. Alors, les gilets jaunes sur les ronds-points, il y a ceux qui y vont chaque semaine et qui déploient leurs drapeaux, qui sortent leurs autocollants et qui viennent finalement semaine après semaine se prendre en photo et se mettre sur les réseaux sociaux ou parler à la place des gilets jaunes. Pour ma part, dès l'amorce de ce mouvement, contrairement à d'autres, y compris au sein du Parti socialiste, qui ont été très critiques, très méfiants à l'égard des gilets jaunes, je les ai immédiatement soutenus. Soutenus parce que j'ai perçu cette explosion de malaise social, finalement, c'était ce malaise social que les gens venaient me confier lorsque je les recevais dans mon bureau pour un rendez-vous. C'est un malaise social que parfois des militants socialistes me confiaient, comme je vous parlais tout à l'heure, des retraités qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, me confient en me disant « mais tu comprends, les gens ne peuvent pas comprendre les difficultés qu'on rencontre et finalement c'est impudique de poser son problème ou de parler de ses problèmes sur la place publique ». Et finalement, lorsque j'ai vu cette éruption du mouvement des Gilets jaunes et qu'ils sont sortis occuper l'espace public, c'était une façon de casser justement ce cercle vicieux qui enferme la personne, qui l'isole. Et donc, moi, je me suis arrêté sur les ronds-points des Gilets jaunes. Ah, vous êtes arrêté? Je me suis arrêté en allant dans les hauts cantons de l'Hérault. Je me suis arrêté sur le rond-point de Paulan. Je me suis arrêté sur le rond-point de Servian. Je me suis arrêté à plusieurs reprises pour échanger, pour discuter avec eux. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait parmi ces gens-là une majorité silencieuse qui n'avait jamais eu droit au chapitre. Il y avait des gens qui étaient clairement structurés politiquement, formés politiquement, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, mais il y avait au milieu cette majorité silencieuse qui avait pour une fois envie de s'exprimer et d'être écoutée et entendue. C'est la raison pour laquelle, lorsque quelques semaines plus tard, certains d'entre eux m'ont contacté pour me demander est-ce qu'il était possible de leur prêter une salle pour se réunir, j'ai proposé à Carole Delga, présidente du conseil régional, et qui m'a dit mais aucun problème, on leur accorde une salle parce qu'il faut bien témoigner de la considération pour ces personnes-là. Et pour une fois qu'elles se tournent vers une collectivité, donc nous leur avons proposé de pouvoir se réunir dans cette salle du conseil régional, ils en ont discuté en assemblée générale et finalement ils avaient trouvé une autre solution. Tout ça pour vous dire que c'est un mouvement que je continue à observer avec beaucoup d'intérêt. Et dans quelques années, et dans quelques décennies peut-être, lorsque les sociologues, lorsque les historiens auront pris suffisamment de recul, ils nous diront finalement ce qui a émergé, les germes de démocratie directe, de démocratie participative qui s'expriment dans ces ronds-points, ont été parfois éclipsés par les casseurs. Mais il y a des choses intéressantes dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est la raison pour laquelle je refuse de les caricaturer. Il n'y a pas que des violents casseurs qui viennent tous les samedis mettre la panique dans les rues de France. Il n'y a pas non plus que des agneaux qui découvrent la politique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens structurés, formés politiquement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est toute cette majorité silencieuse qui a des choses à dire et qui doit prendre la parole, qui doit être écoutée et entendue. En votre qualité de président là, donc d'Hérault-Transport, ça ne vous gêne pas que les bus orange et bleus deviennent rouges? Rien ne me gêne. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est la qualité du service. Ça traumatise les Héraultais. C'est la qualité du service que nous rendons aux voyageurs et aux voyageuses qui utilisent ces lignes de bus. Vous savez, Hérault-Transport, c'est une compétence du département qui a été transférée du département à la région. Oui, je sais. Ça s'est fait en excellente collaboration avec Kléber Mesquida. Finalement, aujourd'hui, les voyageurs et les voyageuses qui montent à bord des bus n'ont même pas senti passer la compétence du département à la région, tout simplement parce que le travail qui avait été amorcé, je le continue. Et lorsque j'ai été élu président d'Hérault-Transport, par exemple, certains m'ont dit « mais il faut absolument aller changer l'habillage des bus pour marquer l'empreinte de la région et la prise de compétence de la région ». Lorsque j'ai demandé combien ça coûtait, 5 000 € par bus, pour enlever justement les enveloppes orange et bleues, pour remettre à la place les enveloppes rouges. Et comme les marchés arrivent à leur terme au mois de juin,
Je leur ai dit, et j'ai dit à Carole Delga, voilà, elle m'a dit, je partage ton avis, nous restons en l'état, parce que vu la crise sociale qui s'exprime dans le pays, ce serait indécent d'aller dépenser des dizaines de milliers d'euros juste pour déshabiller justement les bus orange et bleu pour mettre les nouvelles livrées, c'est comme ça que ça s'appelle, les livrées rouges. Donc nous laissons le marché aller à son terme. Et donc, quand est-ce qu'ils vont passer rouge alors les bus? À partir de l'été prochain, progressivement, chaque fois qu'un marché arrivera à son terme, qu'on renouvellera un marché, donc à ce moment-là on les déploiera la nouvelle charte. Et ça commence à partir de l'été prochain. D'accord. Bon, revenons aussi sur les dépenses là. C'est un sujet qui intéresse les Montpelliérains. Même plus. Le maire de Montpellier a annoncé 100 millions d'euros là, pour la place de la Comédie, l'Esplanade et le Triangle. Carole Delga a annoncé 80 millions d'euros pour le Parc Expo. Est-ce que le grand marché des dépenses a commencé? Le grand marché des dépenses n'a pas commencé. Il faut juste savoir est-ce qu'une dépense est utile ou pas. Je vais en particulier me concentrer, me focaliser sur les 80 millions d'euros qui ont été annoncés pour les travaux de réaménagement et de rénovation du parc des expositions. Aujourd'hui, quand vous avez le parc des expositions de Montpellier, quand vous y allez, d'abord comme visiteur, comme spectateur, tout le monde se plaint justement des difficultés de circulation à la fin des manifestations, des concerts, etc. Donc, on ne peut pas uniquement constater un problème et ne pas chercher à le résoudre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le marché des festivals, le marché des salons, le marché des congrès est un marché très concurrentiel. Donc si jamais vous n'êtes pas au top en termes de la modernité, de l'offre que vous pouvez proposer en matière d'accueil, si vous n'avez pas la Wi-Fi partout, si vous n'avez pas l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite partout, vous passez à côté d'occasions. D'occasions qui sont des occasions ratées, parce qu'à chaque fois que vous avez un salon, à chaque fois que vous avez une manifestation, une foire qui se déroule dans votre territoire, ce sont des retombées économiques. Parce que ces personnes qui vont venir installer leur stand, elles vont dormir dans les hôtels aux alentours, elles vont consommer dans les restaurants aux alentours, elles vont générer de l'activité économique. Et on ne peut pas se satisfaire d'être une région où le taux de chômage est encore élevé et ne pas se donner les moyens d'être aussi attractif, aussi concurrentiel que Nice, Lyon ou Paris. Et donc l'objectif d'investir ces 80 millions vise justement à donner toutes ses chances au parc des expositions et à l'Arena pour qu'il soit concurrentiel sur ce marché très pointu et de plus en plus difficile, mais dans lequel nous devons aller arracher des dossiers, arracher des clients, parce que derrière chaque dossier, derrière chaque client, ce sont des centaines de milliers, parfois des millions d'euros qui arrivent sur le territoire régional, et donc des emplois directs ou indirects qui sont générés. Donc revenons à la politique, là, vous êtes retiré des européennes, alors que le combat s'annonçait rude, pour ne pas dire presque désespéré. Alors je ne me suis pas retiré des européennes, je vais préciser... Vous êtes retiré de la liste. Alors voilà, lorsqu'il y a quelques semaines de cela, on commençait à réfléchir sur la liste des élections européennes, le constat était clair. Dans la région, nous avons un député européen qui est sortant, qui a travaillé et qui a très bien travaillé. Donc un député européen socialiste, c'est Éric Andrieux, qui a bien travaillé de l'avis général. Donc nous savions tous très bien dans la région que le seul élu sortant que nous reconduirions sur cette liste, s'il y en avait un, c'était Éric Andrieux. Et donc nous avons tous soutenu sa candidature et aujourd'hui il est en excellente place, en très bonne place, il est 3e sur la liste. Mais après on nous a dit qu'il fallait effectivement qu'il y ait des hommes et des femmes qui viennent compléter cette liste. Et c'est comme ça que j'ai été sollicité, que j'ai accepté de pousser la liste, comme on dit, pour justement relayer cette campagne sur le territoire montpelliérain, parce qu'effectivement c'est un bassin... ça s'appelle pousser la liste. Pousser la liste, quand vous êtes en position inéligible, vous poussez. Il y a ceux qui l'attirent, c'est ceux qui sont dans les 10, 15 premiers, ceux qui ont quelques chances d'être élus, et puis tous ceux qui sont après et qui n'ont aucune chance d'être élus et qui le savent, sont là pour pousser la liste. Et donc, entre-temps, il y a eu des accords qui ont été faits, avec Place Publique, avec Nouvelle Donne, avec d'autres partenaires qui vont à Place arriver. Publique, oui. Et donc, je termine, et c'est là où effectivement d'autres partenaires venant sur la liste
et issu du bassin montpelliérain, j'ai considéré que c'était redondant d'avoir 2 candidats de Montpellier, et j'ai suggéré que je puisse libérer ma place pour que ce soit un autre camarade du Parti socialiste de l'Hérault qui est sur le bassin de Thau, qui puisse occuper cette place. Ah, vous avez cédé votre place. L'idée étant qu'on puisse couvrir le territoire départemental et de la meilleure des façons. Pourquoi vous ne vous êtes pas rangé avec bonne humeur sur la liste derrière Raphaël Glucksmann sous la bannière de place publique? Moi, je fais la campagne du Parti socialiste. Je n'étais pas nécessairement favorable au fait qu'on nous laissions la tête de liste à Raphaël Glucksmann. Tout le monde le sait. Lorsque j'exprime un point de vue au sein du Parti socialiste, je l'exprime ouvertement, librement. Dès lors qu'une décision est prise, et une décision a été prise, c'est la décision majoritaire, moi je suis quelqu'un de loyal, de discipliné, je la respecte. Donc je ferai campagne pour cette liste, parce que je vous dis, il y a sur cette liste des hommes et des femmes de valeur que je connais. Éric Andrieux en fait partie, il y en a d'autres. Raphaël Glucksmann, je n'ai pas encore eu l'occasion de le rencontrer, nous avons eu un échange téléphonique, et je pense qu'il a une campagne électorale de quelques semaines pour se faire connaître, et pour justement convaincre de l'utilité de son élection au Parlement européen et des combats qu'il veut y mener. Selon vous, quels sont les atouts d'un intellectuel philosophe pour devenir à la tête d'un parti? Alors, il est aujourd'hui dans des dispositions d'être élu député européen. D'accord? Quels sont ses atouts? Ses atouts, c'est finalement cette ouverture que nous avons toujours su faire en politique, que tous les partis, et singulièrement le Parti socialiste, a toujours su faire. Et je vous renvoie aux élections municipales, par exemple à Montpellier, lorsque le Parti socialiste et Georges Frêche et Hélène Mandron ensuite ouvraient leur liste à ce qu'on appelle la société civile. C'est ce que j'ai fait au moment des élections régionales, lorsque je suis allé voir Carole Delga et qu'on a échangé ensemble et qu'on a choisi et décidé ensemble de mettre sur notre liste, dans le département de l'Hérault, Marie-Thérèse Mercier, qui venait du monde patronal. C'est quelque chose que nous avons toujours fait parce que je considère que la politique, elle doit être animée par les partis politiques. C'est la constitution de la Ve République, c'est le général de Gaulle et Michel Debré qui l'ont voulu ainsi, mais que les partis politiques ne pouvaient pas confisquer à eux seuls et pour eux seuls la démocratie, et qu'ils devaient parfois se régénérer en s'ouvrant à des hommes, à des femmes, et qui viennent justement irriguer le débat politique de leurs idées. Et Raphaël Glucksmann m'intéresse. Mais ne croyez-vous pas que Mitterrand et Frêche se retourneraient dans leur tombe de voir que le Parti socialiste devient les supplétifs d'un mouvement qui n'existe pas? Je ne dirais pas ça de cette manière-là. Je dirais qu'ils partageraient peut-être oui, peut-être non. L'avis et la décision qui a été prise par le premier secrétaire du Parti socialiste visant à mettre Raphaël Glucksmann en tête de liste. Moi, je considérais qu'il avait sa place sur notre liste, pas en tête de liste, parce que je considère qu'il faut toujours porter le drapeau et le porter haut. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas pour l'effacement, je ne suis pas pour l'éclipse derrière un intellectuel aussi respectable et aussi prestigieux soit-il. Mais c'est la décision qui a été prise. Les militants ont voté et ce qu'ils ont voulu, je le veux. Les mauvaises langues disent que vous êtes retiré parce que vous ne supportez pas d'être relégué derrière Virginie Rosière. Et je n'ai aucun problème avec Virginie Rosière. Pour votre information, lorsqu'il a fallu nouer l'accord avec nos amis du Parti radical de gauche, donc à l'été 2015, pour préparer les élections régionales, j'avais été investi comme tête de liste dans l'Hérault. Et finalement, il fallait symboliquement, nos amis du PRG, demander une tête de liste dans un des 13 départements. Mes camarades socialistes renaclaient dans les 12 autres départements. Et c'est comme ça que j'ai cédé ma place comme tête de liste à Virginie Rosière lors des élections régionales. Donc c'est vraiment des mauvaises langues. C'est vraiment des mauvaises langues. Je considérais qu'effectivement on ne pouvait pas mettre en danger un accord politique avec un partenaire important, le Parti radical de gauche à l'époque, pour des raisons d'ego, des susceptibilités. Vous savez, en politique, j'ai beaucoup plus fait valoir des états de service que des états d'âme. Ce qui m'intéresse, c'est les états de service et pas les états d'âme. Ça, c'est joli, ça. Pourquoi avoir soutenu Le Foll? Parce que je considérais qu'après l'élection présidentielle de 2017, le paysage politique avait été chamboulé et qu'on avait eu l'émergence de personnalités fortes ou la confirmation de personnalités fortes. Marine Le Pen à l'extrême droite,
Jean-Luc Mélenchon, à gauche du Parti socialiste, et l'émergence de Emmanuel Macron, qui était dans une posture jupitérienne. Et il me semblait qu'il fallait quelqu'un qui puisse incarner, et quelqu'un dont la voix porte. Et il m'a semblé, indépendamment des qualités qu'a Olivier Faure, que je ne méconnais pas, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup humainement, mais il me semblait que pour, comme on dit maintenant, incarner, pour marquer, pour imprégner le débat démocratique, une personnalité comme celle de Stéphane Le Foll, parfois tranchante, parfois rude, était plus appropriée pour mener ce combat-là et pour remplir cette mission-là. Ça n'a pas été le cas, je le regrette, mais maintenant c'est derrière nous. On a un premier secrétaire et il fait le job et il fait bien le job. Je partage beaucoup de décisions qu'il a mises en œuvre. Certaines, je les partage moins, comme la stratégie pour les élections européennes. Ceci étant dit, nous restons en très bons termes et il pourra compter sur moi pour faire la campagne pour les élections européennes dans le département et pour conduire la campagne avec tous les militants et tous les élus socialistes de l'Hérault. Frêche avait enlevé le portrait de Mitterrand à la fédération du PS 34, vous l'avez remis. Frêche n'a jamais enlevé le portrait de François Mitterrand. Ou alors quelqu'un sous Frêche. Lorsque j'ai été élu premier secrétaire fédéral, j'ai tenu à ce que dans notre salle de réunion soit apposé tout ce qui avait d'une certaine façon inspiré le mouvement socialiste. Et c'est comme ça qu'il y a le portrait de François Mitterrand, de Pierre Mauroy, de Michel Rocard, de Léon Blum, de Jean Jaurès, parce que parfois les rocardiens étaient anti-mitterrandistes primaires. Les mitterrandistes détestaient Rocard, mais finalement, avec le recul aujourd'hui, les uns et les autres s'accordent à reconnaître que chacun d'entre eux a apporté au mouvement socialiste, aux idées. L'un, par exemple, François Mitterrand, c'était un excellent stratège, c'était l'union de la gauche, c'était l'arrivée au pouvoir. Et puis d'autres vous diront, Rocard, c'était la morale en politique, la rectitude, dire la vérité aux Français, c'était le disciple de Pierre Mendès France. Et donc, on peut trouver matière à s'inspirer de chacun de ces personnages. François Hollande sous François Hollande, le PS a chuté dans les abîmes incroyables. Est-ce que vous lui trouvez des circonstances atténuantes? François Hollande a eu un quinquennat particulièrement difficile. Il y a eu, je vous le rappelle, et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, la campagne des présidentielles de 2012 s'est faite sous les menaces des agences de notation qui menaçaient semaine après semaine de dégrader la note de la France. Et personne ne s'est élevé pour questionner la légitimité de ces agences de notation. Qui sont-elles? Pourquoi se permettent-elles de venir noter la santé financière et budgétaire d'un pays? Le deuxième sujet qui avait rythmé la campagne des présidentielles, c'était, souvenez-vous, lors des débats, est-ce que la France sera en mesure de garantir le système de retraite par répartition? Est-ce qu'il ne fallait pas finalement se résoudre à mettre en place un système de retraite par capitalisation? Une fois arrivé aux responsabilités, François Hollande a eu à cœur, et aujourd'hui plus personne en France, mais plus personne ne parle de la note de la France. Et personne ne dit en France que c'est sous François Hollande, parce que nous avons résorbé le déficit public, que finalement les agences de notation nous ont perdu de vue et qu'elles nous s'intéressent de moins en moins à la situation budgétaire de la France. Mais je parle du PS, je ne parle pas de la France. J'y viens. Lorsque, sous François Hollande, nous garantissons la pérennité du système de retraite par répartition, il n'y avait plus cette urgence à statuer, à trouver un autre système. Finalement, tout ça a été éclipsé malheureusement par les attentats qui ont eu lieu dans le pays, qui ont créé un climat anxiogène, par la nécessité de réorienter les priorités budgétaires sur la défense, sur l'armée, sur la police. Et puis, il y a quelques mesures dans la seconde partie du quinquennat qui ont été prises et qui ont troublé nos militants, qui ont troublé nos électeurs. Ce sont par exemple le CICE, c'est la loi travail, c'est l'ANI. Ce sont autant de mesures justement économiques et sociales que nous avions pourfendues en interne. Nous avons voté des motions. Moi, j'ai toujours soutenu François Hollande et je ne le renie pas. Mais je voyais très bien que ces projets de loi n'allaient pas dans le bon sens. Et effectivement, j'ai fait voter des motions ici à la Fédération socialiste de l'Hérault à l'unanimité pour mettre en garde, pour dire notre hostilité à tel ou tel projet de loi. À tel point qu'à l'époque, BFM TV était venu filmer une réunion du Conseil fédéral disant que finalement, une des fédérations les plus légitimistes et les plus loyales à l'égard du président de la République se rebiffait. Oui, on se rebiffait parce qu'on considérait que nous nous éloignions finalement de ce qui devait être au cœur de nos préoccupations, à savoir les classes populaires et les classes moyennes. Et moi, j'ai plusieurs regrets pendant ce quinquennat. C'est qu'on n'ait pas réévalué
et qu'on n'ait pas revalorisé le point d'indice pour les fonctionnaires. C'est qu'on n'ait pas suffisamment augmenté le montant des pensions des retraités. Parce que vous savez, un fonctionnaire ou une fonctionnaire de catégorie C, B ou même A, un retraité ou une retraitée à qui vous donnez 50 euros ou 80 euros de pouvoir d'achat en plus chaque mois, lui ou elle, il les consomme et il contribue à relancer la croissance. Un homme et une femme qui payent des millions d'euros d'impôts sur la fortune, vous lui donnez 500 000 euros ou 1 million d'euros en plus, il va thésauriser et il ne participe pas justement à cette relance-là. Et donc, effectivement, la politique de François Hollande dans la seconde partie du quinquennat a été brouillée par ces mesures-là qui étaient inspirées par Emmanuel Macron et quelques autres qui l'ont suivi et qui ont perturbé aussi bien nos électeurs que nos militants. Court, là. Combien il y a d'adhérents aujourd'hui au PS34? Entre 1500 et 1700. D'accord. En ce moment, André Deljarry et Moed Altrat s'agitent un peu. Ça vous inspire une remarque? Ça m'inspire toujours beaucoup de respect et de considération. Parce que lorsque vous avez un homme d'affaires, lorsque vous avez un chef d'entreprise qui s'intéresse au sort de sa ville, à l'avenir de sa ville, moi je considère, que je sois d'accord ou pas avec lui, je considère qu'il mérite le respect. Parce qu'on a trop d'hommes et de femmes d'affaires, trop de chefs d'entreprise en France qui pensent qu'à faire du fric, à faire du business. Et quand vous avez un chef d'entreprise, un homme d'affaires qui vous dit je m'intéresse à l'avenir de ce territoire, au développement économique de ce territoire, je souhaite apporter une contribution à la réflexion pour générer de l'activité, pour créer des emplois, je trouve que ça va dans le bon sens. C'est comme Yaka Maraval, que vous avez reçu la semaine dernière, qui lui agit dans un autre domaine. Je trouve que toutes ces personnes qui s'impliquent au service du bien commun méritent le respect, la considération, et moi je vois d'un bon œil toute personne qui s'implique, et ça témoigne aussi d'une chose, c'est qu'on aime Montpellier, c'est qu'on aime notre ville, qu'on aime notre métropole, qu'on aime notre territoire. Est-ce que vous en voulez à ceux qui ont quitté le PS pour rejoindre les équipes d'En Marche? J'en veux terriblement à ces personnes-là. Je leur en veux surtout à celles et ceux qui ont eu des mandats grâce au Parti socialiste. Parce que le Parti socialiste est un organe, mais un organe abstrait, un parti. Mais derrière ce nom, derrière cette organisation abstraite, il y a des hommes et des femmes, des militants et des militantes, qui sont là pour des idées, pour des valeurs, et qui ont parfois porté aux plus hautes responsabilités, qui ont contribué à faire élire certains de nos anciens camarades en leur permettant de devenir adjoint au maire, conseiller municipal, conseiller départemental, député parfois. Et donc, vous savez, c'est toujours très blessant quand vous avez un membre de la famille qui vous déçoit. Et dans ce cas-là, donc vous êtes plutôt Sorel ou plutôt Vignal? Je suis plutôt de la Fosse. C'est de la Fosse, le candidat du Parti socialiste pour les prochaines élections municipales. Mais entre les deux autres. L'un est maire de Montpellier, président de la métropole, l'autre est député de l'Hérault. Donc, ce sont des anciens militants, d'anciens élus socialistes, voilà, pour lesquels j'ai... Et s'ils voulaient revenir en se fouettant avec des orties ou en rampant, avec des tonnes d'excuses, est-ce que vous les reprendriez dans vos... Ce n'est pas à l'ordre du jour. Je pense que chacun d'entre eux est bien dans ses baskets, est bien à la place où il est. Et avec La République En Marche, l'un encarté, l'autre compagnon de route. Donc la question ne se pose pas. Moi aujourd'hui, ma principale préoccupation, c'est le Parti Socialiste, le projet que nous présenterons aux élections municipales, et pas ce que les autres font ou veulent faire. Et le départ de nombreux socialistes donc, vers cette formation, est-ce que ça met fin à la querelle interne entre le socialisme et la social-démocratie? Non, parce que, vous savez, le Parti socialiste s'est construit vraiment sur la culture du débat. Et parfois, on débat tellement que c'est vrai que ça devient le débat permanent. Donc, il nous faut parfois rationaliser et raisonner nos militants et nos militantes. Et cette question de l'approche, par exemple, sur des questions institutionnelles, ceux qui sont sur une approche très jacobine, ceux qui sont sur une approche très girondine, au contraire, la décentralisation, la place du service public, la mutation du service public, ce sont des sujets qui nous intéressent et qui continuent à animer nos débats et donc qui ont vocation à continuer à irriguer le Parti socialiste longtemps. Et je dis toujours, si on commence à penser tous pareil, c'est qu'on ne pense plus rien. Deux autres questions, court. Est-ce que vous avez demandé à Kléber Mesquida l'exclusion du groupe majoritaire de la conseillère départementale Irène Tolleré,
candidate pour LERM. Absolument pas, parce que le groupe majoritaire au conseil départemental de l'Hérault est riche de sa diversité. Vous y avez des socialistes, vous y avez des communistes, vous y avez des divers gauches, et donc il y a Irène Tolloré, et donc il n'y a pas de raison d'ostraciser, d'exclure qui que ce soit. Il y a une majorité qui travaille au service du département de l'Hérault, qui est loyale à Kléber Mesquida, et qui l'accompagne dans ce qu'il fait. Et donc, vous savez, le Parti Socialiste est tous un parti sectaire. Et je respecte la souveraineté des collectivités. C'est pas ce que disent certains. Hein. Et je respecte la souveraineté des collectivités territoriales. Et je pense que la richesse de ce groupe apporte au département. C'est pas ce que dit le maire de Montpellier. Le maire de Montpellier dit ce qu'il veut et moi je dis ce que je veux. Est-ce que LERM Comme disait l'autre, lui c'est lui et moi c'est moi. Est-ce que LERM est un allié potentiel pour le PS? Un allié potentiel pour le PS. Vous savez, le Parti Socialiste, il a toujours été fidèle à quelques principes. C'est l'alliance, l'union à gauche, avec le Parti communiste, avec les radicaux de gauche, avec les écologistes, avec la France insoumise, etc. Mais moi, aujourd'hui, LREM, je ne sais pas ce qu'ils veulent, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Si, à part l'allégeance inconditionnelle à Macron, pour le reste, sur tous les sujets, ou presque, ils sont divisés. Et quand vous regardez leur stratégie pour les élections municipales, localement, vous avez certains qui vont frayer avec tel candidat, d'autres qui soutiennent tel autre candidat. Et j'ai le sentiment qu'aux élections municipales à Montpellier, l'année prochaine, il y aura finalement des marcheurs sur toutes les listes qui se présenteront, ce qui témoigne bien qu'il n'y a pas de cohésion de groupe dans ce parti, ce qui témoigne bien que chacun des membres ou des dirigeants de ce parti est venu avec sa culture, son passé, son passif parfois. Et puis, ils sont finalement d'accord sur rien entre eux quand vous les interrogez sur la stratégie. Et donc, il leur appartient de clarifier en interne ce qu'ils veulent. On va clarifier. En attendant, la dernière question, la question chapeau, s'il vous plaît. Alors, la question chapeau. Quelles erreurs vous ne referiez pas depuis que vous êtes premier secrétaire du Parti Socialiste? C'est très simple. C'est la mainmise des instances nationales du Parti Socialiste, la direction nationale du PS, dans la préparation des élections municipales à Montpellier en 2014. Lorsque j'ai été élu premier secrétaire fédéral, c'était en novembre 2012, et je venais de débuter, et il y avait un travail fou à faire de remise en ordre de la fédération, qui était sous tutelle depuis 2 ans. Et puis, au niveau national, un certain nombre de dirigeants du Parti Socialiste m'ont expliqué que les villes au-delà de 20 000 habitants étaient gérées directement par les instances nationales, et c'est là où j'ai assisté stupéfait aux rivalités entre finalement les amis de Vincent Payon à l'époque qui soutenaient Jean-Pierre Moore, les amis de Martine Aubry et qui soutenaient Hélène Mandroux, les amis de Manuel Valls qui soutenaient Philippe Sorel, et ça ressemblait finalement à des débats où chacun défendait les intérêts de son relais local, et puis on ne s'est pas donné les moyens d'écouter suffisamment ce que nous avions nous à dire, parce que je pense que nous aurions évité l'accident industriel le plus catastrophique que le Parti Socialiste n'a connu dans l'Hérault depuis très longtemps. Et c'est la perte de Montpellier? La perte de Montpellier. C'est vraiment un accident? Pour moi, c'est un accident industriel qui n'aurait jamais dû survenir si on avait écouté un peu plus le bon sens. Parce que ça a été géré en dépit du bon sens. Ouais. Et bien sur ces belles paroles. Et nous gagnerons l'année prochaine les élections municipales à Montpellier. Ben, je vous le souhaite. Hein. Pour tourner une page. Bon, ben, très bien. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à vous.